Donc, Brique par Brique, c'est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2016, qui était à l'origine pour répondre à un besoin très concret dans le quartier de Parc Extension, soit celui d'avoir des espaces plus accessibles et abordables. Donc, à l'époque, on se concentrait surtout sur le logement, mais depuis, on a élargi notre champ d'action pour inclure aussi les espaces communautaires. Donc, notre mission, c'est vraiment de créer des lieux ouverts, accueillants et abordables. Ce qu'on aime particulièrement, c'est que les gens viennent pas juste chez nous pour utiliser nos espaces, mais ils viennent aussi parce qu'ils sont inspirés par notre démarche. Donc, il y a beaucoup d'idées qui émergent juste parce que les gens se croisent dans nos lieux. Donc, c'est vraiment un terreau de rencontres, de projets, puis de créativité. Donc, nos deux grandes priorités, c'est justement le logement communautaire dans une perspective un peu de justice spatiale et le développement communautaire accompagné du travail culturel. Si vous voyez à droite, les deux bâtiments qu'on possède actuellement, un centre culturel qui est un duplex qu'on a acquis en 2021 sur l'avenue Beaumont, dans Parc Extension, et également un projet de 31 logements sociaux sur l'avenue de l'Épée à Parc-Ex, qui est présentement en construction. Donc ça, c'est un site qu'on a acquis en 2020, puis qui est probablement un des derniers projets qui a été financé par le programme Accès-Logis avant qu'il soit aboli. Donc, notre espace est utilisé par plein d'organisations différentes. On a des locataires à long terme de bureaux puis de studios qu'on appelle un peu nos résidents. Mais on a aussi des usagers et des usagères qui vont venir organiser des activités puis des événements de manière régulière dans le local. Donc, on propose notre salle d'événements à prix libre, ce qui est vraiment un gros atout pour plein de groupes qui n'ont pas forcément les moyens de louer des salles ailleurs dans la ville. Donc, ça permet notamment à des groupes émergents, souvent bénévoles, de se développer puis de rejoindre leur public. On fait aussi beaucoup de programmation collaborative. Donc, on co-construit des projets avec d'autres organisations de notre réseau ou à même du quartier de Parc Extension. Ça a donné lieu, par exemple, à des ateliers sur l'immigration, des cours de danse, des soupers communautaires, etc. Et puis, on a aussi nos propres initiatives, comme des plateformes d'entraide pour les résidents du quartier. Des groupes de soutien, plein d'événements comme les Food Stories, qui sont une série de soupers qui célèbrent les cultures à travers la nourriture. Et finalement, prochainement, on a notre festival Monsoon, dont la 2e édition aura lieu cette année, le 24 juin, et où il va y avoir de la musique, de la danse, de la poésie, un petit marché, donc juste dans le parc, juste en face de notre centre sur Beaumont. Donc, voici notre équipe. On est une petite équipe de base, mais on a un impact assez fort. On travaille main dans la main avec notre conseil d'administration, notre comité de pilotage, nos membres votants, puis toute une communauté de bénévoles engagés qui font vivre les projets avec nous. Donc, pour vous donner un peu de contexte, on a établi notre organisation en 2016, puis on a lancé notre première campagne d'obligations communautaires en 2017, ce qui a fait de nous le 2e plus gros émetteur au Canada et le premier au Québec dans le secteur résidentiel. Puis depuis, on a reçu toutes sortes de financements puis de subventions pour nos projets. On a acquis un terrain en 2020, puis le centre culturel en 2021. Et à ce jour, on a organisé plus de 250 activités dans le centre avec toutes sortes de partenaires différents. Je vais passer la parole à Faïs qui va vous en dire un peu plus sur notre modèle puis le contexte dans lequel on travaille. Merci, Catherine. En passant, Catherine est la personne qui nous aide énormément avec nos projets de développement, analyser des terrains, analyser la capacité, le potentiel de développement. Vraiment, côté développement, on est un organisme qui tente vraiment de faire de l'organisation communautaire et du développement économique. Je pense que c'est notre perspective, c'est que les deux vont de main en main. Et puis, c'est ça, on ne s'est pas présenté. Moi, je suis le directeur Faïs. OK. So, voilà. Le défi, c'est le mot que je ne veux pas dire parce qu'il y a comme cette énergie négative autour de ça. Mais le défi, c'est vraiment de trouver un modèle qui va nous permettre, nous, de résoudre les défis autour du logement, autour de l'accès au logement abordable et salubre et stable pour des personnes qui sont constamment en train de se faire déloger. Donc, c'est ça, c'est la gentrification depuis très longtemps, un problème qu'on essaie de résoudre. Et on essaie de le résoudre d'une manière qui nous permettrait ensuite de partager notre solution avec d'autres quartiers, d'autres organismes. C'est un peu ça. Donc, en tentant de résoudre ce problème, on a eu
beaucoup d'apprentissage et on a eu des succès. Catherine a mentionné notre projet de logement communautaire qui va être entièrement, ça va être des logements entièrement subventionnés. Les résidents et résidentes vont payer 25% de leur revenus en loyer. Puis, c'était vraiment grâce à cette campagne d'obligation communautaire de 2018 qu'on était capable de se positionner, de convaincre la ville que oui, on peut rassembler les gens, on peut aller chercher notre propre argent et on est vraiment sérieux à cet égard. Et puis, si vous décidez d'acquérir ce terrain, on sera capable de la racheter. Au final, la Ville a décidé de nous céder ce terrain et c'était vraiment très, très, très important pour nous d'y inclure un local communautaire et à cause des autres bailleurs de fonds, ce n'était pas possible. Donc, on a utilisé les fonds qu'on a ramassés pour acheter notre local, notre duplex. C'était une ancienne usine de fabrication de crème glacée qu'on a convertie en centre communautaire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était vraiment une campagne phare parce qu'on a démontré qu'il était possible de ramasser des montants importants. Depuis ce temps-là, l'obligation communautaire est devenue un outil plus commun, beaucoup plus utilisé au Canada. Et donc, maintenant, les campagnes d'obligation montent plus dans les millions de dollars, dans les plusieurs millions de dollars. Kensington par exemple, va émettre une nouvelle série d'obligations pour aller chercher un 2e million. Et ils sont rendus sur leur 3e acquisition. Donc, c'est un outil qui a le vent dans les voiles. Je ne veux pas aller dans les détails, mais on travaille avec le comité logement du quartier. On est très, très imbriqué avec les autres groupes du quartier. Pour nous, on veut vraiment sortir de la compétitivité entre les groupes et on veut vraiment collaborer autant que possible parce qu'il ne va jamais y avoir assez de financement pour résoudre les problèmes qu'on essaie de résoudre l'une et l'autre. Donc, on essaie de s'entraider. Le comité logement va nous aider avec le processus de sélection parce qu'on est quand même 1000 ménages dans le quartier sur les listes d'attente. Donc, un projet de 31 logements, ça va pas résoudre tout le problème. Donc, si on fait une sélection qui est vraiment cohérente, on peut rayonner l'impact de ce projet de logement de la manière qu'on le fait avec notre centre communautaire. Catherine, tu veux continuer un peu sur ça? Je vais reprendre le truc. Donc, sur la base de tout ce qu'on a fait à présent, soit notre premier projet de logement qui est en construction et notre centre culturel qui est déjà en activité, on est maintenant prêt à aller plus loin avec 2 nouveaux projets. Un 2e projet de logement solidaire et un nouveau centre communautaire, mais qui, pour le coup, va être beaucoup plus grand que celui qu'on a présentement, qui n'est pas capable, dans le fond, d'appuyer toute la demande un peu qu'on a. Donc, si on commence par le 2e projet de logement solidaire, qui répond à un besoin encore toujours urgent dans Parc Extension. Comme Faiz l'a dit, c'est un quartier où l'accès au logement abordable est très difficile, notamment avec l'arrivée du Campus 1000 dans les dernières années. Donc, il y a environ 1000 ménages qui sont sur une liste d'attente pour obtenir un logement social dans ce quartier-là. Donc, l'objectif ici, c'est de créer du logement communautaire, c'est-à-dire des logements qui ne sont pas entre les mains du marché spéculatif, mais qui sont détenus et gérés par des organismes à but non lucratif dans notre cas. Ça pourrait aussi être des coopératives ou directement par la communauté. Donc, concrètement, on veut acquérir un bâtiment d'environ 20 logements dans Parc Extension ou à proximité pour garantir des loyers en dessous du marché à long terme. Donc, on veut créer aussi un cadre durable, stable, pour favoriser l'implication des résidents et des résidentes dans la gouvernance du lieu. Donc, l'idée, ce serait que ce logement-là soit pensé avec et pour celles et ceux qui y vivent. Puis, pour le centre communautaire, l'idée est de créer un espace pour l'action collective et la créativité. Donc, notre centre actuel, il est super vivant, les gens l'adorent, mais il est trop petit. On peut juste accueillir un événement à la fois dans notre espace. Donc, on sent qu'on a un peu atteint nos limites, puis on aimerait pouvoir accueillir plus d'activités, plus de services et surtout plus d'organisations et partager des outils et des équipements un peu comme ici, sous un même toit. Donc, comme avec tous nos projets, on travaille de façon très collaborative. Donc, on a consulté nos partenaires, soit les usagers ou usagères de nos espaces en ce moment, des groupes avec qui on travaille déjà, mais aussi avec des groupes avec lesquels on aimerait collaborer.
Puis on leur a demandé, de quoi avez-vous besoin? Quels sont vos rêves, vos objectifs par rapport à votre organisation? Puis leurs réponses nous ont vraiment aidés à imaginer les grandes lignes de ce nouveau centre-là. Donc, on les a même invités à venir visiter différents sites, différents terrains avec nous dans les derniers mois. Donc, on prospecte principalement dans la périphérie nord de Montréal, donc Parc Extension, mais aussi un peu dans Huntsic-Cartierville, Villeray, Rosemont, puis le nord d'Outremont, plus industriel. Et on a déjà repéré plusieurs dizaines de sites, mais on cherche toujours le bon. Donc, si jamais vous avez des pistes, on est preneurs. Puis, ce que vous voyez ici, c'est la vision qu'on a construite ensemble. Donc, un lieu ouvert, accueillant et flexible. On imagine, par exemple, un grand espace commun, un peu comme un salon de quartier dans lequel on pourrait accueillir les gens, ils pourraient s'installer puis discuter. Aussi, un petit espace extérieur, une sorte de cour pour des rassemblements. Une cuisine et un café dans l'idée de collaborer peut-être avec des groupes comme le Parkex Curie Collective, qu'on aimerait vraiment pouvoir accueillir à notre centre, mais que c'est pas trop possible en ce moment. On imagine aussi un petit marché intérieur avec une cafétéria qui permettrait peut-être à des résidents ou à des petites entreprises de vendre des produits, une manière de créer des opportunités économiques locales. Et bien sûr, plusieurs espaces événementiels modulables, donc de différentes tailles, des espaces de bureaux pour des organismes à but non lucratif et des espaces pour offrir des services. Donc, voilà où on en est. On continue à consulter la communauté, on poursuit la prospection et surtout, on vient tout juste de lancer notre nouvelle campagne d'obligation communautaire. Donc, la première a été un assez bon succès et on est très enthousiaste à l'idée de faire grandir notre vision avec cette nouvelle étape. Donc, je vais maintenant repasser la parole à Faïs pour parler de la campagne. Donc, voilà, on a commencé en 2018 avec juste une vision, un rêve. Puis, on a eu la chance d'avoir une communauté de soutien qui a cru en nous. Depuis ce temps-là, on a créé un organisme qui a des merveilleuses relations avec d'autres groupes. On soutient les organisatrices communautaires avec leur travail. On réduit la pression. On crée des liens d'amitié, d'entraide avec les résidents et résidents du quartier. On est en mode construction sur un projet qui est entièrement financé, qui va loger 31 familles dans le quartier et leur sécuriser des logements. On a un centre communautaire qui déborde et qui est plein à craquer et qui demande qu'on aille chercher plus de place. Donc, on est vraiment en mode expansion et en mode changement d'échelle. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour changer d'échelle? Et il s'avère que l'outil qu'on avait utilisé au début, qui était un peu farfelu, est devenu vraiment quelque chose que les gens prennent beaucoup plus au sérieux. Que ce soit les individus au Canada qui commencent à être beaucoup plus conscients de l'impact de leur investissement, de leur portefeuille. La manière qu'on est devenu conscient il y a 10 ou 20 ans autour de notre consommation, cet outil est vraiment beaucoup plus pris au sérieux. Et nous, on a beaucoup plus de capacité pour l'émettre et pour en fait, construire une infrastructure autour de ça. Donc, on va émettre des obligations encore une fois et on va encore une fois être le plus grand émetteur au Québec. Mais en fait, on pensait qu'on allait être le plus grand, mais il y a une autre émission à Québec, le groupe TAC, qui ont aussi un objectif de 5 millions. Donc, mais on est content de partager le trône avec eux. Donc, c'est ça. On va, comme la dernière fois, regrouper les obligations pour créer un fonds d'acquisition. Un fonds qui nous permettra vraiment d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus compétitif sur un marché immobilier qui est, depuis assez longtemps maintenant, très, 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 très difficile à gérer si on veut faire un projet qui a un impact social. Donc, vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est de participer dans un mouvement d'économie circulaire. L'argent qu'on va chercher, c'est de l'argent de personnes qui ont des valeurs partagées, qui ont une vision pour un meilleur monde. Et on essaie de rassembler ces gens-là partout à Montréal et au Québec pour dire, votre argent, au lieu de placer tout ça dans
des fonds qui sont un peu nébuleuses, même des fonds à impact ou des fonds responsables qui sont aussi un peu responsables dans la mesure où elles sont responsables de manière négative, c'est-à-dire que c'est des fonds comme tout autre fonds, mais qui exclut le pétrole ou le tabac, etc. On veut proposer une alternative positive. On veut proposer aux Québécois et Québécois d'avoir une conversation autour de leur placement, autour de leur argent, pour se demander qu'est-ce que je fais avec ça, puis c'est quoi l'impact concrètement. Et on veut démontrer qu'un impact concret peut être des communautés plus résilientes, des communautés plus positives, plus entraidantes, puis une ville qui est plus forte, comment dire, caring envers les personnes. Donc, c'est vraiment, on veut décommodifier l'immobilier en commençant par un fonds de 5 millions de dollars que l'on va déployer à Parc Extension ou autour de Parc Extension. C'est un montant assez important, mais il faut comprendre qu'on travaille avec Tapestry et on a aussi le soutien de l'Ampli au Québec. C'est des organismes un peu connexes, disons, qui tentent de grandir le marché de l'impact, et spécifiquement le marché de l'obligation communautaire. Tapestry a aidé des groupes à lever 120 millions de dollars depuis quelques années. Ils gèrent 4000 investisseurs et c'est vraiment beaucoup. Ils offrent une plateforme beaucoup plus professionnalisée. Au début, c'était littéralement moi qui faisais signer des papiers. Mais maintenant, il y a une application, les transferts se font automatiquement, il y a des reçus d'impôts qui sont émises à chaque année et ils sont capables de vraiment gérer des fonds qui nous permettent maintenant de payer nos investisseurs à chaque année leur intérêt et de renforcer ce lien. L'Ampli fait des choses similaires, vraiment tente de grandir le marché au Québec. Puis ils ont un fonds intéressant pour matcher les obligations. Donc, prochainement, probablement qu'on va rentrer dans leur programme et tisser des liens encore plus forts avec l'Ampli et l'écosystème d'économie sociale au Québec. Donc, bon, assez de politique. C'est quoi le concret de nos obligations communautaires? On a des obligations qui sont très compétitives. On a 3 séries. Une série qui rend l'obligation accessible à notre communauté, qui offre un taux de rendement de 3 % sur 3 ans, payé annuellement. Bien sûr, toutes les obligations payent annuellement les intérêts. Et il y a un minimum de 1 000 $ pour rentrer dans ce fonds-là. Notre deuxième série est une série à 4 % sur 5 ans, avec un minimum de 5 % Et la série qu'on aime le plus, c'est la série qui offre 5 %, mais qui a une échéance de 7 ans et un minimum de 15 000 $. Ce qui semble être un montant important, mais souvent les séries qui offrent plus ont des minimums de 25 ou 50 000 $. On a vu ça surtout au Canada, mais je pense on a un souci d'accessibilité, puis on veut prioriser à avoir plus d'investisseurs puis grandir notre communauté et pas juste viser les investisseurs qui ont beaucoup d'argent. En parlant d'investisseurs qui ont beaucoup d'argent, ça, c'est pas des investisseurs puis ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est notre comité consultatif. Vous allez reconnaître quelques personnalités, stars, mais vous allez aussi reconnaître des gens qui travaillent très fort à changer leur propre communauté et qui ont appris beaucoup autour de la concertation, autour du développement communautaire, dont Jessica qui fait un peu plus ou moins la chose qu'on fait, mais dans Chinatown, Marie-France qui travaille sur le wellness puis le healing, puis vraiment, elle veut vraiment changer comment on voit l'immobilier. Elle est courtière immobilière. Donc, c'est vraiment des gens qui font des choses intéressantes et qui ont beaucoup à nous offrir.
Donc, on est vraiment très bien entouré. Jonathan a fondé un groupe qui s'appelle Resource Movement, puis il rassemble des personnes qui ont du privilège monétaire au Canada, surtout des personnes jeunes qui veulent avoir un impact au-delà de la philanthropie, qui font beaucoup de lobbying au niveau du gouvernement pour hausser les impôts des personnes mieux nanties. Zach du Kensington qui a eu beaucoup de succès avec sa campagne. Donc, bref, on est bien entouré. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur notre calendrier, mais bref, on veut agir rapidement. On veut rentrer sur une première bâtisse, un premier bâtiment cet été. Donc, on était sérieuse quand on a dit, si vous entendez parler de quelque chose, si vous connaissez des personnes dans le centre-nord de Montréal qui sont propriétaires, on est vraiment là, on est rendu là. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'échéance la plus urgente. On a beaucoup de détails financiers. Nos états financiers ont été étudiés par Tapestry et l'Ampli. Je suis très fier. Je pense que c'est la première fois qu'on fait vraiment les choses en détail, super correctement. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ce que j'aimerais noter, c'est qu'on tente d'avoir des projets qui ont moins de dettes traditionnelles, de dettes bancaires, et plus de capital patient qui viennent de nos communautés. Pas juste parce que c'est moins cher pour nous, et donc ça rend les projets plus viables et plus abordables pour les usagers et usagères, mais aussi parce que philosophiquement, je ne veux pas dire qu'on est contre les banques, mais j'aimerais bien dire que les banquiers ont des priorités un peu différentes des nôtres et on veut vraiment tenter de créer des liens de solidarité entre les différentes personnes qui ont à cœur la diversité, puis l'inclusion, puis des villes saines et solidaires, mais qui sont de classes divergentes. Je pense que pour nous, la solidarité, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Source de remboursement. Bref, nos projets de logement, on vise des projets qui sont break-even. Donc, on ne veut pas que les projets résidentiels soient des sources de surplus. On veut plutôt que nos projets commerciaux, c'est-à-dire notre centre communautaire, nos centres communautaires, soient les engins économiques de notre projet. Et c'est de là qu'on va vraiment ressortir les flux trésoriers pour repayer les intérêts. Le capital en soi n'est pas payé par les loyers, mais plutôt par l'augmentation de la valeur de notre foncier. Donc, par exemple, quand on a émis les 364 000 $ d'obligations communautaires en 2018, on l'a fait de manière extrêmement conservateur avec l'idée que notre bâtiment va gagner de valeur sur 15 ans. Donc, on a émis des obligations sur 15 ans. Mais on a acheté le duplex en 2021 et elle a déjà gagné assez de valeur pour qu'on puisse repayer tout le monde direct là. Donc, c'est sûr que la gentrification puis les montées fulgurantes de prix en immobilier ont un impact négatif dans le marché privé, mais ironiquement, elle aide notre projet parce que nous, on est aussi propriétaires, bien que nos objectifs soient différents. Donc, on utilise un peu ce qui est pourri du marché pour faire quelque chose d'intéressant. C'est sûr que, ouais, il y a la question sur obligations communautaires contre dons. C'est vraiment des choses différentes, mais on ne dit pas non aux dons. On est un organisme de bienfaisance. On peut donner des reçus charitables. Mais je pense qu'en 2018, quand on a eu la conversation avec les gens qui nous soutenaient pour changer les choses, on a pensé à, OK, est-ce qu'on peut juste rassembler de l'argent? Puis, les personnes qui nous soutenaient, eux, avaient des soucis personnels autour de je ne sais pas si je peux donner autant que ça parce que j'ai besoin de garder des épargnes pour moi, mais dans 5 ans, si ça va bien, l'obligation que j'achète, ben, je vais le donner. Donc, une obligation
l'obligation et le don n'est pas mutuellement exclusif. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, ouais, j'ai déjà dit le truc sur les banquiers puis sur l'économie circulaire. Mais bref, c'est vraiment quelque chose, on veut vraiment grandir l'économie alternative et ça nous permet de faire ça. On est rendu à presque $1 million en souscription, ce qui est vraiment ahurissant. À chaque matin, je me dis, OK, ouais, ça a fonctionné. On est vraiment en avance. On misait sur une campagne de 6 mois. La campagne va terminer à la fin de l'année, en théorie. Donc, en tout cas, ça va très bien. Donc, voilà. C'est sûr que, et ça, c'est important, investir, pas investir, mes finances personnelles, est-ce que c'est une bonne chose, toute cette affaire? Peut-être que c'est juste le gouvernement qui devrait... Toute cette conversation, c'est une conversation à avoir. Et c'est important d'avoir cette conversation. Et oui, je veux vendre des obligations. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est que chaque personne ici se sente à l'aise et curieuse de rentrer dans notre communauté. Un premier pas serait de s'inscrire à notre infolettre. C'est pas juste une infolette plate là, qui est spammée. Là. C'est vraiment une infolette inspirante. J'essaie d'écrire le premier paragraphe moi-même. Ça donne beaucoup d'espoir. Lire notre infolettre. Puis c'est seulement une fois par mois, une fois par 3 semaines. Donc, et de là, vous allez voir, il y a plein d'opportunités. Si vous avez des talents, de partager vos talents. Si vous avez des plans, c'est vraiment quelque chose de dynamique et d'intéressant. Donc, pour moi, c'est le plus important. La chose la plus importante que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre un premier pas pour faire partie de notre communauté. Puis, si vous faites partie de notre communauté, vous ne faites pas moins partie des autres communautés dont vous faites déjà partie. Donc, the more the merrier. Bon. Les 2 projets ont été estimés en nombre de dollars. Mais est-ce que vous excluez, est-ce que c'est de la construction que vous visez sur un terrain ou de la récupération ou les deux de bâtiments existants? C'est une très bonne question. En fait, on a planifié dans notre montage pour ce qu'on pense être la chose la plus probable, mais on est ouvert vraiment à tout parce que notre secteur est assez petit et il y a beaucoup de compétition et il y a très peu de terrain à vendre et il y a très peu de terrain disponible dont la ville est propriétaire. Donc, c'est vraiment très difficile. Chaque projet qu'on regarde a ses propres qualités et défauts. Donc, oui, on est constamment en conversation avec la ville sur des terrains dont elles sont propriétaires parce que travailler avec la ville, ça veut dire qu'on a des rabais sur l'achat puis on a certains avantages. C'est comme ça qu'on a fait notre premier projet. Mais on n'exclut pas du tout l'opportunité d'acheter des propriétés qui sont déjà construites et de sécuriser ces espaces. Côté logement, côté centre communautaire, on veut vraiment acheter quelque chose qui est déjà construit parce que le besoin est tellement fort, tellement urgent qu'on n'a pas vraiment le temps de construire. Et puis, de toute façon, le commercial est moins cher, surtout le bureau en ce moment. Donc, le comparatif entre construire versus acheter est en tout cas, en ce moment, c'est beaucoup plus intéressant de construire du logement. Ouais. Mais on ne cherche pas forcément que des bâtiments déjà clés en main. Là. Donc, on cherche également, par exemple, dans le secteur industriel ou des choses comme ça qui pourraient être converties. Donc, il y aurait forcément des rénovations qui seraient incluses là-dedans. Mais c'est ça. Donc, on ne regarde pas juste des immeubles de bureaux, par exemple. Ouais. Il y avait un autre groupe.
un autre groupe à Québec qui faisait un peu la même chose que vous autres. Peux-tu répéter le nom? J'ai mal compris le nom. Ouais, en fait, le groupe à Québec ne fait pas du tout ce qu'on fait, mais elle a une très grande campagne d'obligations communautaires. Son objectif est 5 millions. Ça s'appelle le groupe TAC, T-A-Q. Puis eux, ils font du subcontracting, sous-traitance. Donc, c'est un organisme ou une compagnie privée qui fait de la... Non, c'est un organisme qui fait de la sous-traitance. Donc, dans le fond, elle achète des compagnies qui sont peut-être pas très bien gérées ou qui sont en fin de vie. Puis, ils réorganisent ces compagnies. Et puis, le groupe TAC va employer beaucoup de personnes qui ont des handicaps, exactement, des limitations. Donc, elles ont un grand impact sur des communautés qui sont vraiment discriminées dans le marché d'emploi. Et c'est une grosse compagnie, là. Ils fonctionnent très bien. Merci pour la présentation. Je ne vais pas le mentir, je suis assez nouveau à tout ce concept-là de bon communautaire. J'avais une question un peu sur le financement, un peu de comment ça se lève. En fait, mettons, juste par exemple, pour un peu comprendre comment ça fonctionne, est-ce que, mettons, je pense que la formule C qui a été décrite, là, qui était à 15 000, 5 % sur 7 ans, est-ce que ça veut dire qu'à chaque année, si je fais le calcul rapidement, il y a 750 qui revient, puis à la fin, le 15 000 revient? C'est tout ça que je comprends? Ou je sais pas, je veux juste savoir, en fait, si c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, exact. Les chiffres exacts, je ne les ai pas dans ma tête exactement, mais on peut le faire, là, c'est comme super facile. C'est 5 % de ton 15 000. Mettons que tu investis 15 000. Bien, à chaque année, tu vas avoir un transfert de ton intérêt. Donc, en fait, ce n'est pas un intérêt composé. Ton 15 000, il reste dans notre capital, dans notre bâtisse, dans notre bâtiment. Et puis, à chaque année, tu reçois les intérêts. Et puis, à la fin du terme, on te repaye le capital. OK. Ouais. Super. Comme un bon gouvernemental. C'est des paiements en coupons. OK. Ouais. Je ne sais pas si j'ai le droit à 2 questions. OK, bon, je vais y aller quand même. Justement, tu viens de dire bon gouvernemental. Puis, tu sais, souvent, on entend les bons gouvernementales, c'est extrêmement, on va dire, fiable, c'est très stable. Est-ce que c'est un peu le même cas pour vous? Est-ce que, genre, y a-t-il des risques? Je veux dire ça comme ça. Là. Absolument. Ouais. Un bon gouvernemental est garanti parce que le gouvernement peut imprimer de l'argent. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas à ce niveau-là là, de sûreté. Puis, c'est sûr que, tu sais, moi, je ne suis pas un expert en finance, mais en toute humilité, je peux dire qu'il y a probablement des produits qui sont plus sécuritaires qu'une obligation communautaire d'un organisme. Ceci étant dit, nos obligations communautaires, on n'émet pas au-delà de notre, asset base, comme... la valeur de l'actif, donc du bâtiment. Exactement. Ouais. Donc, la valeur de tout notre bâtiment, notre équité, elle est toujours au-delà de la dette qu'on émet en obligations communautaires. En fait, ces 3 nouvelles séries d'obligations vont être adossées à nos bâtisses. C'est pour ça qu'on est maintenant capable d'offrir des obligations qui sont enregistrées, qui sont éligibles pour les programmes enregistrés comme les REER et les CELI. Donc, ça, c'est... donc, si, dans le fond, je pense que j'ai même pas le droit de dire ça, mais je veux le dire quand même, si tu crois que l'immobilier est sécuritaire, bien, probablement que l'obligation qui est adossée par l'immobilier est aussi sécuritaire. Mais je ne l'ai pas dit. Puis, il ne faut pas oublier la crise de 2008 où des fois, oups! Ça fait un peu oups, ouais. Mais si je peux faire du pouce, une petite différence aussi quand même entre des obligations de type gouvernemental puis des obligations communautaires, c'est que pour les obligations gouvernementales, il y a un marché secondaire. Donc, ton action, si à un moment donné, tu es mal pris, tu peux la revendre. Il y a plein de gens, il y a un marché, il y a des courtiers. Donc, c'est facile de la revendre, bon, peut-être avec un gain ou une perte, mais donc de retrouver tes liquidités. Tandis que dans le cas d'une obligation communautaire,
communautaire, il n'y a pas de marché secondaire. Donc, des fois, il y a moyen de s'arranger avec l'organisme qui nous a fait pour un remboursement anticipé ou trouver une autre personne qui pourrait le reprendre pour toi, mais ça doit toujours passer par l'OBNL. Et donc, c'est beaucoup moins... c'est ça, il y a beaucoup moins de fluidité. Donc, il faut penser, là, si on dit, moi, j'ai besoin d'avoir cet argent-là rapidement en cas d'urgence, les obligations communautaires, c'est pas nécessairement en mesure d'offrir cette flexibilité-là. Il y avait une question ici, puis ensuite ici. Oui, merci. Mais je me demandais, est-ce que vous connaissez sûrement déjà le droit de préemption de la Ville? Est-ce que la Ville, il y a façon qu'ils utilisent ce droit-là pour vous aider aussi? Ou... Oui, certainement. Ben, c'est ça. Nous, on regarde beaucoup dans les secteurs où on fait la prospection. On regarde les bâtiments qui ont été assujettis au droit de préemption. Donc, ça, c'est des bâtiments qui n'ont pas encore été acquis par la Ville, mais qui ont reçu un avis comme quoi, si ils étaient mis en vente puis qu'il y avait une offre d'achat acceptée, la Ville pourrait se positionner puis acquérir en priorité le bâtiment. Mais on regarde aussi les bâtiments qui ont déjà été acquis par la Ville à travers ce droit-là dans les dernières années. À l'automne dernier, la Ville a publié une nouvelle politique de cession pour les terrains comme ça, les immeubles qui appartiennent à la Ville à des fins d'habitation. Et ça a un peu instauré un processus de neutralité. Là. Donc, il y a vraiment des étapes à suivre à partir du moment où on souhaite développer quelque chose sur un site qui appartient à la Ville. Notamment, il faut être approuvé pour un financement avant que la Ville puisse nous réserver un site. Mais oui, ça, c'est surtout pour des projets en fait, d'habitation, là, le droit de préemption. Donc, un peu moins pour le centre communautaire. Quoique, même dans les projets d'habitation qui concernent des sites où il y a eu le droit de préemption, il y a un certain pourcentage quand même qui peut être utilisé pour autre chose que du logement. Donc, ça se pourrait aussi, par exemple, d'avoir un projet d'habitation sur un site où un rez-de-chaussée devient un genre de centre communautaire. Ça serait possible aussi. Mais oui, certainement, ça fait partie des sites qu'on regarde en ce moment. Ouais. Puis, juste un autre commentaire. Je ne sais pas si vous avez vu la plateforme ou pas, en tout cas, de Luc Rabouin, là, à Projet Montréal. Mais à un moment donné, il disait qu'il voulait avoir une espèce de fonds, justement, pour financer des projets de logement hors marché à Montréal. Puis, si jamais ils finissent vraiment par le faire, je pense que ce serait intéressant que vous regardiez là-dedans aussi. Oui, assurément. C'est sûr que tous les projets de logement abordable, quand on peut aller chercher du financement qui est des contributions et non pas que des prêts, ça aide vraiment à la viabilité des projets. Ouais. En parlant de la Ville, à Toronto, la Ville a trouvé un moyen vraiment intéressant de rentrer plus d'argent dans le secteur de développement à vocation sociale sans dépenser une scène. Et ça, c'était en garantissant les obligations communautaires qui étaient émises pour des vocations résidentielles. Et je pense que la Ville de Montréal pourrait potentiellement apprendre... c'est exactement ouais. ça, je pense. Il parlait de fonds de garantie pour l'acquisition. Nice. Merci. Mais tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation, puis de faire cette campagne, puis d'exister. Je suis vraiment touchée de pouvoir avoir l'opportunité de mettre de l'argent au bon endroit. Donc, c'est sûr que j'en achète. Pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de revenus, mais ça sera déjà ça. Donc, c'est ça. Puis, j'ai plusieurs questions. Vous me direz combien j'en ai droit. Par rapport au taux d'intérêt que vous offrez, je le trouve quand même... pour les gens qui achètent les obligations communautaires, ça peut être une bonne chose, mais je le trouve quand même élevé. Parce que ça, je travaille dans le logement, puis on voit à quel point ça coûte cher d'emprunter à une banque à des taux d'intérêt à 5 %, etc. Donc là, le 5 % que vous offrez, est-ce que c'est pas trop dans le fond, parce que ça va revenir vraiment cher, ou est-ce qu'il y a une différence? Tu as parlé des taux d'intérêt qui sont... je sais qu'il y a différents taux d'intérêt, là, les cumulatifs puis les autres. Donc, je ne sais pas s'il y a une différence à ce niveau-là. Oui. C'est une question qui revient assez souvent parce que c'est vrai que c'est des taux relativement élevés quand on compare à des GICs ou à d'autres obligations. L'argent ne gagne pas beaucoup d'argent ces jours-ci. Par contre, nous, notre objectif, c'est
de développer des projets qui sont accessibles, qui sont abordables, de développer rapidement, donc lever beaucoup d'argent, et de remercier les personnes qui nous soutiennent adéquatement. Et c'est vrai que, tu sais, chez Tapestry, ils nous ont dit, les taux sont en train de baisser, je pense qu'on pourrait offrir 4,5 au lieu de 5 % Mais on avait déjà fait nos montages et elles sont assez conservateurs. On ne prend pas pour acquis des renouvellements, on ne prend pas pour acquis des dons. C'est vraiment stand-alone. Puis, au final, la banque est plus chère, surtout pour le commercial. Sur le commercial, présentement, le meilleur qu'on peut faire pour un centre communautaire, c'est 7 % Sur du résidentiel, on peut rentrer en dessous de 5 % mais même à ça, la valeur nominale de la dette est, mettons, 5 % du banquier, mais cette dette est amortie sur, mettons, 25 ans ou 35 ans, puis les intérêts sont calculés de manière composée et ensuite ils coupent le montant. Donc, le taux réel, si on compare des pommes avec des pommes, si on comparait la dette telle qu'elle est structurée sur les obligations, si on comparait la dette de la banque de la même manière, le vrai taux serait plus comme 5,9 ou 6,5 % parce que tu payes l'intérêt sur l'intérêt, dans le fond. Peu importe si tu refinances après 5 ans ou si tu ressors l'argent après 5 ans. Donc, de notre perspective, pourquoi maximiser la dette bancaire maintenant si on peut aller chercher notre propre dette qui est moins chère et qui, en fait, renforce notre communauté? Si on n'est pas capable de trouver un partenariat après 3 ans, 5 ans ou 7 ans pour du capital patient, si on n'a pas levé assez d'équité pour refinancer puis repayer les obligations, si les obligations communautaires ne deviennent pas mainstream puis on fait juste une autre campagne, ben on peut aller chercher une dette bancaire. Puis ça ne changerait rien, sauf qu'on aurait épargné tout l'argent qu'on aurait payé à la banque pendant ces 7 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que puisque c'est du capital patient, l'obligation communautaire, ça veut dire que en termes de cash flow, on ne paye pas le principal. On paye en fait 60 ou 70 % de ce qu'on aurait payé si on payait l'intérêt et le capital. Ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des choses intéressantes dans notre centre communautaire. Puis, faire des choses intéressantes, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui sont inspirés par notre travail. Puis, il y a plus de fondations, il y a plus de bailleurs de fonds qui nous prennent au sérieux, il y a plus de gens qui veulent travailler avec nous. Puis, ça crée une synergie économique autour de notre organisme. Donc, pour plusieurs raisons, terre à terre en termes d'argent que ça nous coûte, mais aussi en termes de synergie économique, l'obligation est juste moins chère que la dette bancaire. Ouais. Merci beaucoup, ça éclaire beaucoup. Puis, si je peux poser une autre question, ce serait correct? Oui. Mais il y en a une, je ne sais pas à quel point ça va être rapide, mais capital patient, je ne suis pas forcément familière, je ne me rappelle pas exactement ce que c'est, je serais curieuse. Puis, la plus grosse question que j'avais, si j'ai bien compris, tu disais tantôt que pour garantir, comme les obligations communautaires, vous allez les adosser à la valeur de vos actifs immobiliers. Puis là, ce que je comprends, c'est que le plus gros actif qui s'en vient ou qui est là déjà, c'est le projet 31 logements. Et ce qui est un accès logis. Donc là, je me dis, à ma connaissance, je ne savais pas qu'il y avait le droit sur un programme accès logis d'adosser comme ça des obligations communautaires. Donc, je suis curieuse de savoir là-dessus. Oui. Puis je ne veux pas piéger du tout, je suis juste curieuse et intéressée. OK, première question, c'était le capital patient. Le capital patient, c'est juste pour dire que tu ne payes pas le capital, tu payes juste les intérêts. Donc, ouais, ça fait en sorte que c'est beaucoup moins lourd du jour au jour, quotidiennement. Mais la deuxième question, qui est très intéressante, en fait, le projet de logement de 31 unités est déjà financé. Donc, les obligations qu'on émet ne seront pas adossées par cette bâtisse. En fait, elle va être adossée par la bâtisse qu'on achète.
Donc, ça va être adossé par le nouveau centre communautaire. Par exemple, on regarde un projet de 6,5 millions sur Avenue du Parc. Donc, pour ce projet-là, c'est sûr que il faut tout déterminer ça, puis il y a droit de préemption, il y a plein de choses à gérer. Mais si on rentre avec 2,5 millions d'obligations, ben la portion qui n'est pas financée par la banque, elle, va être réservée pour repayer les détenteurs d'obligations communautaires s'il y a des pépins. Puis en fait, pour adosser des obligations contre une bâtisse, ou c'est le contraire, il faut avoir un fiduciaire, un trustee. Je regarde ma collègue. En tout cas, il y a une personne ou une entité qui représente les détenteurs d'obligations. Donc, si jamais il y avait vraiment des problèmes super énormes, Tapestry a aidé, je ne sais pas combien, une centaine de groupes à lever 120 millions de dollars, puis il y avait un groupe qui a fait défaut. Donc, je ne pense pas que ça va être nous, mais si ça arrive, cette personne aura le mandat de liquider toutes nos bâtisses, sauf celui d'Axiologie. Ça, on n'a pas le droit de le vendre. Puis, tous les détenteurs d'obligations seront repayés. En deuxième rang, en passant, c'est après le banquier. Donc, d'abord le banquier repaye, puis ensuite les détenteurs d'obligations sont repayés. Donc, c'est un peu comme, c'est de cette manière que les obligations sont adossées par les bâtisses. Ouais. On a un extra, on a comme un 300 000 sur le duplex dont on est propriétaire, mais ça, on va laisser ça là en cas d'urgence, whatever. Ouais. Il faut aussi mentionner qu'on a aussi des liquidités, comme de l'argent, cash. Ouais. Merci, c'est super clair. Puis ça amène d'autres questions, mais je peux laisser la place à d'autres. J'ai oublié l'horaire. Combien de temps est-ce qu'on avait? Jusqu'à 19h30. Ben, on ne va pas aller jusqu'à 19h30, mais... OK, bon, on va prendre quelques autres questions parce que comme ça, on peut faire informel après. Il y a comme des choses à grignoter aussi. Oui, c'est ça. Oui. Je suis pas sûre d'avoir bien compris en termes de cash flow. Comment ça fonctionne quand vous payez les intérêts à chaque année? Le cash flow, concrètement, il vient d'où? OK. Ben, au lieu d'être spéculatif, je vais parler de comment est-ce qu'on fait de l'argent maintenant. Donc ça va être plus facile. Le centre communautaire est vraiment une machine, merveilleuse. Et j'ai pas constaté qu'on faisait autant d'argent jusqu'à temps qu'il fallait qu'on planifie toute cette campagne. Le coût par pied carré commercial dans notre secteur, elle varie entre 15 et 20 dollars par pied carré par année. Et ça, c'est vraiment des locaux super, super, super nice. J'ai regardé sur LoopNet récemment, parce qu'on est toujours en train de faire de la prospection. Puis, est-ce que vous connaissez le Mila puis tout ce secteur-là? Bien là, si vous voulez louer un espace dans la bâtisse du Mila, bien, vous payez 15 dollars par pied carré. Bon, c'est sûr que ça, c'est pour les grands locaux. Pour les plus petits, c'est un peu plus cher. Mais tout ça pour dire que ça, c'est comme la norme. Nous, on offre de la programmation quasiment... Ben, en fait, non. On offre des espaces gratuitement aux groupes qui ne sont pas financés ou sous-financés. On offre même des espaces permanents. Il y a un groupe en arrière dans notre warehouse, dans notre atelier. Et eux, ils payent presque rien parce que ces groupes-là, ils desservent des populations qui ont beaucoup d'énergie créative, mais vraiment pas d'argent. Là. C'est des jeunes personnes qui sont ancrées dans la scène musicale, qui essayent de se définir et qui essayent de trouver une place dans cette société où il n'y a absolument rien qui les reflète. Absolument rien dans la radio, dans la télé, dans les médias, il n'y a rien. Mais en même temps, on va louer notre espace aux médecins
du quartier qui, bien évidemment, ne veulent pas se réunir au CLSC parce qu'il y a toute l'administration. On loue aux universités qui veulent faire des projets de recherche communautaires. On loue à certains organismes qui font du bon travail, qui soutiennent des personnes qui en ont besoin, mais qui sont vraiment très bien financés. Et on loue à ces organismes, à ces groupes, à ces locataires à des prix absolument ridicules. Mais j'ai honte. Mais ces personnes veulent payer ces montants parce qu'elles veulent être dans ce secteur, parce que nous, on ramène le monde, on ramène les résidents et résidentes. Puis faire de la mobilisation, c'est tellement difficile, c'est tellement cher. Et ils veulent aussi faire partie de notre communauté puis ressentir cette énergie, même si c'est une réunion, un AGA. On a fait un AGA pour Culture Vélo, je ne sais pas trop quoi. Non, eux, ils n'ont pas payé. Mais en tout cas... j'ai pas la liste, mais on a une liste de comme 50, une centaine de personnes à chaque année. C'était quoi le chiffre depuis l'année dernière? C'était un chiffre ridicule, là. Combien de nombre d'activités, ouais? 100? Une centaine d'activités dans une année. OK? Puis, je vous dis, c'est grand comment? C'est les bureaux, les deuxièmes bureaux là-bas, jusqu'ici, puis de ce mur-là à ce mur-là, puis c'est plus petit que ça. OK, c'est plus petit que ça. Bon, on est capable de ressortir 25-30 $ le pied carré en moyenne. Donc, on est en train de faire plus d'argent que les propriétaires privés dans le secteur, tout en desservant des personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment, je ne peux pas l'expliquer parce que les gens, ils ne payent pas pour l'espace, ils payent pour quelque chose d'autre, quelque chose qu'on est en train de faire, que c'est difficile à nommer. Puis, c'est pour ça que si on est capable d'aller chercher un espace plus grand, d'abord, le prix par pied carré opérationnel va être beaucoup moins cher. Là, on est rendu à... l'espace nous coûte, le capital vaut environ 300 $ par pied carré. Mais on cherche un local plus grand. Et parce que c'est plus grand, le coût d'achat va être plus dans les 200 $ par pied carré. Donc, si on est capable de faire... Puis on nous appelle tout le temps, est-ce que vous avez des bureaux? Il faut dire non à des gens qui veulent faire du coworking, même cette semaine. Puis ils sont prêts à payer 50 $ par jour. Donc, je pense qu'on est en train de créer une culture de co-création, une culture d'organisation qui a une valeur. Puis ça, on n'a pas planifié ça. Donc... La réponse à la question, c'est juste que, dans le fond, c'est assez simple. On fait du cash en louant de l'espace, mais c'est plus que ça. Puis, j'aimerais aller à un tel niveau que notre organisation communautaire, notre synergie dans notre centre communautaire peut même subventionner les logements pour qu'on n'ait pas à dépendre du programme PSL pour les subventions côté logement. Donc, circulaire, carré, comme tu veux, mais ça reste dedans. Ouais. D'autres commentaires, questions, idées? Ouais. J'étais un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça veut dire que, je veux dire ça un peu... de manière comme pour imaginer, pour imager, mais justement, tu fais du cash en louant. Ça met, on va dire, quelle pression sur les locataires en ce moment, en sachant évidemment que vous êtes un organisme à but non lucratif. Je veux savoir, c'est c'est quoi essentiellement, je veux dire, si le logement pour qu'il soit flush, là, je veux dire, pour payer vos hypothèques évidemment, et les taxes foncières, etc., le maintien, c'est 800 $ pour un 5,5, disons. J'invente des chiffres, OK? Mm-hmm. Mais étant donné que vous voulez un peu avoir un certain revenu pour pouvoir être capable de dire on a un cash flow pour payer d'autres choses, ça met combien de plus, ça, en fait, environ sur vos logements en général? Ouais. Les projets de logement ne sont pas assujettis à ce modèle d'affaires que je viens de décrire. Le logement, pour nous, c'est vraiment une manière pour nous de perdre de l'argent. Puis le communautaire, c'est plus une manière de créer de la valeur qu'on convertit en argent.
Donc, non, le logement, on veut vraiment garder ça hyper abordable. C'est très difficile. Avec les programmes existants, pour faire du vrai abordable, vraiment, c'est très difficile. Même acheter quelque chose d'existant où les loyers sont en dessous, pour garder les loyers en dessous de l'abordabilité, il faut mettre comme le 3/4 en cash down, comme en mise de fonds. Et ça, c'est pas la meilleure manière d'utiliser des ressources. Donc, c'est pour ça que pour le logement, pour être capable d'avoir un impact puis d'être viable et de ne pas toucher au loyer, il faut des projets vraiment très larges où le prix par unité est très faible. Il faut vraiment un prix par unité de 150 000 $. Là, on regarde des 8-plex, des 12-plex. C'est plus dans les 250 000 par unité, donc on n'est pas capable d'intervenir. Mais dès qu'il y a une grande bâtisse qui sort, on va faire tout ce qu'on peut pour mettre la main dessus puis sécuriser ces logements. Entre-temps, parce qu'il y en a très peu dans le quartier, et on fait beaucoup de sollicitations cute, là, pas agressifs. Entre-temps, on regarde les terrains qui appartiennent à la ville. Parce que là, on peut avoir des rabais, il y a des programmes, bon. Puis qui sait, parce que là, le fédéral commence à se pomper, là. Peut-être qu'il y aura un programme important. Peut-être qu'il y aura, comme Carney dit, une genre de néo-révolution, je ne sais pas trop quoi, 4e révolution industrielle basée dans le logement et tout, là. Je ne sais pas, là. On va voir. Vous avez pensé à essayer d'acquérir le stationnement dans l'hôtel de ville, là, la de Villeray, qui, je sais pas, on dirait qu'il y a beaucoup trop de stationnement dans cette place-là. Est-ce que ça a été... Ça appartient pas à la ville. Ça appartient pas... Ah. Non, c'est un promoteur privé, puis ils sont très conservateurs. Ouais, ils veulent même pas construire eux-mêmes. Tu sais, comme des condos, whatever. Et moi, j'ai une question par rapport au projet de centre communautaire, puis voir comment ça va s'imbriquer avec... parce qu'il y a déjà un projet de centre communautaire dans le parc extension qui va être construit, d'ailleurs, direct en face de votre projet sur de l'épée. Donc, un peu voir, est-ce qu'il va y avoir des espaces en compétition, ou, si vous avez prévu ça dans votre projet. Bien, c'est ça. Le centre communautaire dans le parc extension, il est beaucoup axé sur des espaces de loisirs pour combler un manque dans le quartier. Donc, c'est beaucoup, par exemple, il va y avoir des terrains sportifs, il va y avoir, en tout cas, toutes sortes d'équipements comme ça collectifs, beaucoup pour les loisirs. Puis ensuite, c'est vrai qu'il va y avoir aussi des espaces de bureaux pour des organismes. Mais justement, il y a un gros complexe qui s'appelle William Hingston dans Parc Extension qui a dû être évacué là, récemment parce qu'il faisait des grosses rénovations. Puis il y a beaucoup d'organismes locaux qui ont dû être relocalisés, puis ça a été très difficile. Donc, il y a déjà comme... ils sont quasiment déjà réservés, je dirais, là, les bureaux qui vont être dans ce nouveau centre-là communautaire. Donc, ça répond à une demande très précise, là, ce centre communautaire-là. Puis nous, dans le fond, on reçoit une demande qui dépasse ça, ou en tout cas qui est autre, là, disons. Aussi, notamment parce que les organismes avec lesquels on collabore viennent pas forcément juste de Parc Extension, ils viennent d'un peu partout. Donc, c'est ça, ouais. Même les groupes qui se sont fait évincer de l'ancienne école, du centre William Hingston, il n'y a pas assez de place pour elles. Donc, on applaudit le nouveau centre communautaire, mais ça ne va pas être assez, c'est sûr et certain. Ouais. Peut-être une dernière, ouais. S'il y a quelqu'un d'autre, je peux laisser. Il y avait comme 2 questions. Je me demandais s'il y avait un coût pour vous, brique par brique, d'émettre des obligations communautaires. OK, donc ça répond. Puis, si tu as mentionné tantôt que la banque serait au premier rang en termes de prêts, puis ça, c'est peut-être un autre sujet là, que j'amène, mais est-ce qu'il y a des moyens de faire des pressions, du lobbying pour faire changer ça, puis que les banques qui ont assez d'argent ne soient pas en premier rang? Je ne sais pas la position là-dessus. Est-ce que je suis trop optimiste? Ouais. Oui, ça coûte. Mais ceci étant dit,
le gouvernement fédéral, depuis un certain temps, veut résoudre le problème du logement. Elle ne veut juste pas elle-même investir dans le logement. Donc, une des choses qu'elles ont faites, c'est vraiment de soutenir des groupes comme Tapestry. Et en revanche, on a aussi bénéficié de ça. Donc, en fait, on est en train de produire un film sur les obligations communautaires, pas juste pour nous, mais aussi pour tous les autres groupes, pour informer les groupes, puis juste, spread the gospel. Puis ça a été, ce film est comme entièrement financé par Tapestry, puis c'est de l'argent qu'ils ont reçu de la SCHL. Donc, il y a de l'argent, mais oui, ça coûte beaucoup d'énergie. Mais c'est quand même un exercice vraiment, vraiment, vraiment important de se mettre dans la sphère publique et de parler de ce qu'on est en train de faire avec des gens qui sont un peu plus éloignés de notre communauté pour sortir de nos propres silos. Je pense que c'est vraiment génial. Et c'est le fun de rencontrer de nouvelles personnes, puis juste de grandir ce qu'on fait. Donc oui, je pense que ça coûte, mais ça redonne beaucoup, pas juste en termes d'argent. Puis pour les banquiers, c'est forget about it. Les banquiers, la seule manière de ne pas avoir un banquier, avoir tous les privilèges dans un deal, c'est de ne pas avoir de banquier. Bon, merci beaucoup.